Bonsoir à tous. Nous sommes ravis d'accueillir ce soir Hugo Marchand, que vous connaissez bien puisque vous lui aviez décerné votre prix de la Rope de la danse en 2015. La même année, il a été promu premier danseur, une promotion de courte durée, puisque le 2 mars 2017, il a été nommé étoile lors d'une tournée du ballet au Japon, où il dansait James dans la Sylphide. Depuis, on a pu l'applaudir dans Le Songe d'une nuit d'été, Diamant de Balanchine sur la scène du Palais Garnier récemment. Les Trois Gnossiennes également d'Hans van Manen lors du gala d'ouverture de la saison chorégraphique. Et on le retrouvera prochainement dans Agon, toujours de Georges Balanchine, à Garnier. Je vais maintenant donner la parole à Laura Capel, qui est journaliste danse au Financial Times et qui nous fait une fois de plus le plaisir d'animer une rencontre consacrée au ballet. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Alors bonsoir à tous, tout le plaisir est pour moi. Merci à vous tous d'être ici ce soir pour venir à la rencontre d'Hugo Marchand. Effectivement, Raphaël parlait du prix de la Rope qui date de 2015. Les choses sont allées très vite depuis, il s'est passé beaucoup de choses. La nomination, donc l'année dernière, vous êtes la dernière étoile qui a été nommée par Aurélie Dupont, mais dans la lignée finalement, dans une lancée sur la saison dernière, puisque vous étiez la 3e étoile en 3 mois à être nommée. Tout d'abord, est-ce que ça change quelque chose finalement de faire partie d'une génération de danseurs nommés ensemble au lieu d'être une nomination indépendante? Est-ce que vous l'avez vécu différemment? Oui, ça change quelque chose parce qu'en fait, on se suit avec Germain et Léonore depuis longtemps. Germain, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Léonore, un peu moins parce qu'elle est rentrée dans la compagnie avant nous. Mais c'est vrai qu'on avait tous les trois du plaisir je pense, à être nommés un peu à la suite. Parce qu'on s'est quand même suivi sur tous nos concours de promotion, on a été promus ensemble, on a dansé les mêmes rôles dans des distributions différentes, et puis on est amis. Donc c'est vrai que c'est un plaisir qui peut être du coup partagé. Quand on est nommé, souvent on est seul à être nommé, donc on ne peut pas partager ce plaisir avec d'autres danseurs. Donc là, on a la possibilité de vivre cette expérience à plusieurs et de pouvoir partager même nos répétitions et les problèmes qu'on y trouve et les plaisirs. Alors, vous avez été nommé au Japon et on demande toujours traditionnellement aux nouveaux danseurs étoiles s'ils s'attendaient ou pas à cette nomination. Est-ce que entre le Japon et le fait que 2 de vos amis avaient été nommés 3 mois avant, est-ce que vous vous y attendiez un petit peu quand même ce soir-là? Non, vraiment pas, pour le coup. En plus, c'est vrai que mon début de saison avait été difficile, hein, pas difficile, mais j'avais pas reçu des signes, on va dire, très annonciateurs pour la suite. Enfin, je suis très honnête, malheureusement. Mais... Disons plus. donc c'est vrai que la saison était... moi, je m'étais un peu projeté sur plein d'autres choses. Et puis, finalement, ça a été plus intéressant que prévu, avec donc, le remplacement de Mathieu Gagnon sur la Sylphide, qui n'était pas prévu à la base, parce que je devais faire que le songe à Paris pour la captation. Et puis, finalement, donc, Aurélie m'a demandé de remplacer Mathieu en 2 semaines pour la tournée au Japon. Et donc, à l'issue de mon premier spectacle, elle m'a nommé étoile. C'est vrai que c'était pas prévu du tout dans ma tête, et je pense que c'était pas vraiment prévu dans la tête de la direction, même quelques semaines avant, c'était un peu la surprise. D'accord. Et du coup, le fait que ce soit au Japon, je crois que vous partagez avec Benjamin Pêche le privilège d'avoir été nommé, enfin le privilège, en tout cas la spécificité d'avoir été nommé à l'étranger et non pas à Paris. Comment est-ce que du coup vous avez vécu le fait d'être, vous étiez loin du coup de votre univers familier, de votre famille, de votre entourage à Paris. Comment est-ce qu'on vit une nomination dans ce contexte-là où on est un peu coupé finalement de Paris? Alors c'est terrible, mais la première chose que je me suis dite quand Aurélie est montée sur scène, que j'ai compris qu'elle allait nommer étoile, c'était non, faut pas le faire ici. J'ai tout de suite pensé à ma famille et aux gens que j'aime, qui n'étaient évidemment pas là. Donc j'avais vraiment pas envie que ça arrive au Japon. Et puis en fait, ma deuxième émotion a été évidemment d'être très exalté et puis très ému du fait que ça allait arriver et que ça aurait pu ne jamais arriver. Et donc pour ça, je suis très heureux et j'ai beaucoup de chance. Après, c'est vrai que j'avais quand même cette frustration de vivre ce moment, pour le coup, assez seul, parce qu'il y avait quand même Germain et Léonore qui étaient là, le petit trio, et puis donc, il y avait mes amis qui étaient avec moi, donc ça a fait passer la pilule vraiment mieux, mais sans mes amis, en fait, ça aurait été difficile, parce que j'étais tout seul, et dans une tournée...
on a sa chambre d'hôtel, et puis on est nommé étoile, et puis on rentre dans sa chambre d'hôtel, et puis c'est fini, en fait. Donc, non, mais c'est vrai, en fait, il faut être honnête. Enfin, il n'y avait même pas eu une coupe de champagne après? Alors si, on est allé... non, on est allé au parc Hayat prendre du champagne, et tout, c'était super sympa. Mais c'est vrai qu'après tout ça, en fait, je suis rentré, et puis je suis arrivé dans ma chambre d'hôtel, et bon, j'ai appelé ma maman, enfin mes parents, et puis voilà, mais j'étais tout seul, en fait. Donc c'était hyper étonnant comme émotion. J'étais en même temps très, très, très ému et très heureux, parce que, évidemment, c'est un moment que j'avais rêvé toute ma vie, dont j'avais rêvé toute ma vie. Donc, ouais, depuis que je suis à l'école de danse, et puis en même temps, c'est arrivé tellement de manière pas prévue, et pas comme je l'avais prévu dans ma tête, en tout cas. Du coup, est-ce que malgré tout, ça vous a permis de créer un lien particulier, ou est-ce que vous avez senti un lien particulier avec le public japonais à ce moment-là? Au Japon, il y a quand même énormément de fans, d'amoureux de l'Opéra de Paris. Est-ce que comment leur réaction s'est manifestée sur le moment? Leur réaction, c'est comme ils n'avaient jamais vécu l'expérience de nomination en vrai. Je pense qu'ils n'ont pas compris, parce qu'en plus, c'était en français. Donc il y a eu une traductrice après qui répétait les mots d'Aurélie. Donc il y a eu une première vague d'applaudissements et une deuxième vague beaucoup plus fournie, puisqu'en fait ils ont entendu la traductrice donc répéter les mots d'Aurélie, et donc quelques secondes après. Donc c'était bizarre, parce que moi j'étais déjà ému, en train d'embrasser Amandine, d'aller voir Aurélie pour la remercier, etc. Et le public a réagi en fait 10 secondes après. Donc c'était un peu bizarre, mais non, ça a créé un lien, puisqu'ils ont toujours du plaisir en tout cas à savoir que je reviens pour danser là-bas. Et puis je pense que oui, ils ont l'impression d'avoir été un peu privilégiés, et c'est le cas, je pense, pour eux. Et puis je pense qu'Aurélie avait été ravie de le faire au Japon aussi. Oui, vous y êtes retourné cet été, en fait. Je ne me trompe pas pour les galas. J'y suis retourné cet été, j'y retourne en janvier. J'espère y retourner en mai. Donc voilà, on y va assez souvent. Vous êtes l'étoile japonaise de l'Opéra de Paris. Est-ce que vous allez apprendre la langue? J'ai déjà commencé, mais c'est difficile. Donc j'apprends avec Anna un peu, avec qui je m'entends très bien et avec qui je danse de temps en temps. Et donc elle m'apprend quelques mots, mais bon, je suis très mauvais. J'ai un bon accent. Bon. Bon, je vais remonter un petit peu en arrière du coup pour revenir sur votre parcours, peut-être pour les membres de l'AROP. Je crois que vous m'aviez dit une fois qu'avant la danse, dans votre vie, il y a eu la gymnastique. Oui. Comment est-ce que ça s'est manifesté, et est-ce que ça vous a aidé par la suite? Vous faites partie d'un club assez sympathique parmi les danseurs qui sont dans ce cas-là, entre Sylvie Guillem et beaucoup de danseurs russes. Comment la gymnastique a fait partie de votre parcours? Mais je pense que j'étais un enfant un peu turbulent quand j'étais petit, et je pense que mes parents avaient un peu besoin de canaliser l'énergie, et puis ils étaient un peu crevés, quoi. Je pense qu'ils en avaient ras-le-bol. Donc ils m'ont inscrit à la gym, et puis je pense que j'avais demandé à faire de la gym aussi, mais vous savez, c'était il y a tellement longtemps, on ne se souvient pas très bien. J'avais 7 ans, je pense, donc je me suis inscrit à la gym, et c'était un très bon club à Saint-Sébastien-sur-Loire, et on a d'ailleurs été médaille d'argent en équipe, avec mon équipe et tout, donc c'était en France, c'est bien. Et puis, donc moi, au bout de 2 ans de gymnastique, j'avais fait aussi du cirque, dans une école de cirque. Et il y avait une école de danse dans l'école de cirque aussi. Et je pense que ça m'a vraiment donné envie de faire de la danse. Et puis aussi, j'ai été un peu touché par l'envie de danser. C'est un peu incompréhensible pour moi encore. Je le répète tout le temps dans les interviews, mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment posé la question de savoir pourquoi je danse et pourquoi j'ai fait de la danse. Et j'y réfléchis de plus en plus maintenant qu'on me la pose assez souvent. Donc je pense que c'est un peu inné, c'est arrivé comme ça. J'ai été touché par quelque chose et d'un coup il fallait que je danse. En tout cas, transformer l'exercice athlétique en quelque chose où je pouvais m'exprimer et vibrer avec de la musique. Et il y a eu des spectacles peut-être dans votre vie à ce moment-là? Je ne sais pas si vous avez grandi à Nantes, non? J'ai grandi à Nantes, des spectacles, mais il y avait le spectacle de fin d'année de l'école primaire, quoi, mais j'aimais bien. Très inspirant. J'aimais bien, mais non, il n'y avait pas beaucoup de spectacles. Des spectacles à la maison pour les parents, mais... Mais du coup, c'est un prof de danse qui vous a suggéré ensuite de tenter l'opéra? Oui, donc après, c'est Marie-Elisabeth Demaille, qui est professeure de danse à Nantes, qui m'a donc suggéré de présenter l'opéra en me disant que j'étais trop gros, que je n'avais pas le physique, mais qu'il fallait quand même que j'essaye. Donc j'ai essayé. À 12 ans, la question s'est posée de savoir si j'allais présenter l'opéra. Et puis en fait, je ne me sentais pas de partir si tôt, et mes parents non plus ne se sentaient pas de me laisser partir si tôt. Donc on a attendu 1 an, et c'était en vérité la dernière année où je pouvais présenter l'école. Et en fait, l'année d'après, la réglementation a changé.
Et donc, au lieu d'être, que ce soit le 1er décembre, ça passait au 31. Et comme je suis né le 7, au niveau des dates, ça concordait. Donc, j'ai pu présenter l'opéra pour la dernière fois avec un vrai dossier. Parce qu'après, on peut envoyer des vidéos et arriver plus tard à l'école, mais donc avec un dossier officiel. Et donc, je suis arrivé à l'école et j'ai fait les 2 examens d'entrée et j'ai été pris au grand stage. Ce qui était génial, c'est qu'on avait quand même des cours de danse et que c'était des cours de super bonne qualité avec des très bons professeurs et quand même une équipe de danse qui nous accompagne. Moi, je pense à Eric Camillo, Bernard Boucher, Marie-Josée Redon, Jacques Namon. C'est vraiment les 4 professeurs que j'ai eus à l'école qui m'ont beaucoup marqué. Eric, on est encore très amis, on se voit souvent. Il me coach sur mes rôles de temps en temps, me donne des conseils. Donc, pour ça, j'ai vraiment fait de belles rencontres. Et puis, ce qui est génial, c'est que j'ai rencontré aussi tous mes amis d'aujourd'hui. Je veux dire, Germain, on s'est rencontrés à l'internat à 13 ans. Donc, c'est génial. Maintenant, on partage la même loge. Bientôt, on va avoir nos loges séparées. Mais donc, pour ça, c'est marrant. Et vous parliez de Germain Louvet, qui du coup était dans la même année que vous, en Oui. fait. Donc une très belle génération pour l'Opéra de Paris, malgré tout. Est-ce que le fait d'avoir quelqu'un d'aussi talentueux à côté de soi en cours vous a poussé? Est-ce qu'il y avait un peu de compétition pendant ces années-là à l'école? Oui, il y a eu de la compétition. Mais je pense que ça a été grisant, surtout pour nous deux, en fait, de voir l'autre avancer rapidement. Et donc, on avait envie de s'accrocher au wagon. Je pense qu'on s'est portés mutuellement. Est-ce que ça a continué dans la compagnie? Au début, oui. Maintenant Ouais. qu'on est tous les 2 étoiles, on a tous les 2, je pense, notre physique et notre personnalité, nos rôles, aussi nos emplois, qui ne sont pas les mêmes. Et je pense qu'on arrive vraiment à se démarquer et du coup à plus sentir cette compétition entre nous. Et vous parliez tout à l'heure du fait qu'avant même de rentrer à l'école de danse, on vous avait dit que potentiellement vous n'aviez pas le bon physique pour ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a également joué un rôle ensuite dans votre formation et par la suite? Ou est-ce que c'était une impression fausse d'un professeur à un moment donné? Comment est-ce que vous l'avez vécu, en tout cas, le rapport aux critères physiques? Le rapport aux critères physiques, je ne sais pas qui pourrait dire dans cette salle qui se trouve beau physiquement ou qui s'aime physiquement. Je pense que personne peut vraiment s'accepter ou s'aimer à 100%. Donc, Pour la danse. Non, mais même pour la vie, en fait. Enfin, et je pense qu'on n'est jamais vraiment satisfait de ce qu'on a, en fait, au fond. Il faut essayer de se rendre compte de ce qu'on a déjà. Mais donc, évidemment que moi, je n'étais pas forcément satisfait de mon corps, sauf qu'à 10 ans, on ne se dit pas qu'on n'est pas satisfait de son corps, on ne s'en rend pas compte. Mais quand c'est un adulte qui nous le dit, du coup, on en prend un peu conscience et ça devient un peu comme un petit... on réalise qu'on n'est peut-être pas comme il faut pour la danse, en tout cas. Après, à l'école, j'ai changé de physique parce qu'en fait, le travail... puis j'ai grandi beaucoup, j'ai pris beaucoup de centimètres, donc je me suis vraiment allongé. Et puis j'ai reforci en rentrant dans la compagnie. Puis voilà, après, c'est les muscles, c'est le travail. Je pense que quand on fait 7 heures de danse par jour, il y a des gens qui ont des jambes fines et il y a des gens qui ont des jambes musclées. Et c'est comme ça. Voilà. Et c'est très bien. Est-ce qu'il y a des challenges particuliers liés au fait d'être grand, par ailleurs, à la taille, dans l'évolution technique ou dans le travail? Est-ce que... Ouais. Oui, c'est pas facile. Après, j'ai jamais été petite, donc je peux pas vraiment comparer. On va demander à un petit danseur pour comparer. Mais je peux imaginer, en fait, que quand on est plus petit, on est plus ramassé. Le centre du corps est vraiment plus bas, en fait. Donc on a vraiment une possibilité de se rattraper plus facilement quand on est grand comme moi, quand on fait un petit truc qui n'est pas parfaitement contrôlé ou qui n'est pas forcément prévu, ça prend des ampleurs dingues et quelquefois c'est difficilement rattrapable. Donc c'est vrai qu'on essaie de contrôler et de gainer beaucoup le corps aussi pour éviter les blessures. Donc c'est vrai qu'avoir un grand physique, c'est pas simple. Je pense que c'est beau sur scène. Parce que sur des grands théâtres comme la scène de Bastille, on nous voit mieux, on prend peut-être plus la lumière. Mais après, au quotidien, ça demande, je pense, plus de travail et plus de rigueur. Et du coup, quand on sort des 200 mètres autour de l'école de danse, c'est une libération en entrant dans le corps de ballet? Bah oui, carrément. Moi, j'étais hyper heureux déjà de rentrer dans la compagnie, puisque moi, c'est mon plus beau souvenir, c'était d'être engagé à l'opéra, de voir sur ce tableau-là, à l'entrée des artistes, que j'étais engagé à l'opéra. Pour moi, c'était une émotion très forte. Je pense que c'est la plus forte que j'ai eue dans ma vie. Et puis après, évidemment, j'ai eu mon premier salaire, donc mon premier appartement. Et puis je disposais de temps, d'argent, et je faisais ce que je voulais quand je voulais. Évidemment, j'avais ma rigueur d'aller prendre mon cours de danse et de venir à l'opéra tous les jours, etc. Mais j'avais enfin la liberté pour aussi redécouvrir un peu la vraie vie. Et puis le monde aussi, voir ce qui nous entourait, découvrir Paris, découvrir l'actualité aussi. Enfin, je veux dire, c'est des choses dont on n'a pas accès quand on est à l'école. Est-ce qu'il y a des passions particulières qui se sont développées
À cette époque-là, en termes de justement actualité culturelle? Non, après, je suis curieux, donc j'aime bien aller voir des expositions, j'aime bien aller au musée, j'aime bien aller au concert, j'aime bien manger, aller dans les restaurants. Donc c'est vrai que c'est juste une vie parisienne un peu mondaine, comme je pense on la vit tous ici, où on a la chance de pouvoir profiter des trésors de Paris. Donc j'ai découvert tout ça à 17 ans, 18 ans. Ouais. On sait que l'entrée dans le corps de ballet n'est pas toujours évidente sur le plan de la scène, dans le sens où parfois on attend longtemps avant de mettre un pied en scène quand on entre à l'Opéra de Paris. Du coup, vous êtes arrivé en 2011. Il s'est passé 3 ans, je crois, avant que vous passiez Coryphée. Oui. Est-ce que ces années-là, du coup, ont été des moments d'attente, des moments très... C'était horrible parce que je me souviens qu'on jouait, sur nos iPhones toute la journée parce qu'on faisait rien de la journée en fait. On prenait notre cours le matin à fond parce que c'était le seul moment où on allait vraiment dépenser notre énergie. Et après le reste de la journée, on passait de 5 heures ou 6 heures debout ou assis par terre, derrière, parce qu'on était remplaçant du remplaçant et qu'on allait avoir aucune chance de mettre un pied en scène. Après, ma première production, c'était Phèdre de l'IFAR et je faisais Minos. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient de ce truc horrible. Et j'avais un faux crâne sur la tête, j'avais 45 minutes de maquillage tous les soirs et je faisais à peu près 25 secondes de figuration à la fin du ballet. Ça, c'est ma première production. Non, et puis après, on découvre... En fait, ce qui est bien, c'est qu'on découvre l'ambiance de la compagnie. On découvre les gens, on découvre comment ça fonctionne, on découvre les répétiteurs, les maîtres de ballet, et puis le rythme aussi qui est différent. Et puis, mais c'est vrai qu'au bout un an, j'en avais déjà marre en fait, de m'ennuyer autant. Et puis, on ne comprend pas pourquoi on travaille autant le matin. C'est-à-dire que le matin, on fait de la technique, on fait des tours en l'air, on fait des tours à la seconde, et on ne comprend pas pourquoi on les fait, parce qu'en fait, toute la journée après, on ne fait presque rien. Ouais. Et puis même quand on va sur scène, on fait du corps de ballet, mais le corps de ballet qui n'est pas forcément intéressant. Donc ça a été difficile. Et puis c'est vrai que ça donne la niaque pour vite monter les échelons, quoi. Qu'est-ce qui vous a motivé du coup à continuer à travailler sur une technique de soliste, par exemple, justement, alors que vous ne l'utilisiez pas par ailleurs? Est-ce qu'il y a eu des opportunités, des choses qui vous ont permis de continuer? Je pense que c'est mon orgueil déjà. Je pense que j'aurais été trop orgueilleux pour accepter de rester et de ne pas faire quelque chose de plus que du corps de ballet. Enfin, voilà, moi, je pense qu'il y a des gens qui sont formidables pour faire ça et qui l'acceptent et qui le vivent très bien. Moi, je n'aurais pas accepté de le faire toute ma carrière, donc je serais parti à un moment si ça n'était pas arrivé. Donc déjà, par orgueil, je voulais vraiment travailler. Après, j'avais aussi des très bons coachs autour de moi. Je pense à Jean-Guillaume Barre qui m'a vraiment accompagné de la seconde division jusque les premières années dans la compagnie, et même encore un peu maintenant, et qui vraiment me motivait. Je prenais beaucoup ses cours, donc il était très rigoureux avec moi. Et puis après, c'est vrai que j'avais décidé de présenter le concours de Varna au bout de 2-3 ans parce que je m'ennuyais, donc il me fallait une carotte sous le nez pour continuer à bien travailler au cours. Et puis ça m'a beaucoup fait progresser en fait. Là, j'ai rencontré donc Stéphanie Rombert qui nous a coachés beaucoup pour partir. Je partais avec Anna et Jérémy. Eux étaient en couple, moi j'étais en solo. Et ça, c'était une super belle expérience. C'était très dur parce qu'on a très peu dormi et très peu mangé et beaucoup trop dansé. On est revenu tout maigre et fatigué, mais c'était super. Et on est revenu avec des médailles surtout, donc ça, c'était génial. Et avec beaucoup de progrès et beaucoup de nouvelles expériences en scène. Est-ce qu'on vous avait encouragé à l'origine à partir faire le concours de Varna? Alors moi, j'avais pensé, j'avais eu envie de le faire, mais j'avais pas eu l'audace de me dire je vais y aller tout seul et sans que personne vienne avec moi. Et en voyant que Jérémy avait proposé à Anna et qui commençait à se mettre en place, j'ai tout de suite pris le wagon et je suis parti avec eux pour passer l'expérience avec eux. Du coup, en solo, vous l'avez préparé aussi avec Jean-Guillaume Barre ou uniquement avec Stéphanie? Alors, j'ai uniquement travaillé avec Stéphanie Rombert et avec Éric Camillot aussi. Où là, je devais travailler 8 variations. C'était vraiment énorme de travail, quoi. On avait 6 variations classiques, 2 contemporaines. C'était un boulot monstre, quoi. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend le plus de l'expérience elle-même? Parce que Varna, on sait que les conditions, Paul Marc est venu en parler à l'Europe l'année dernière, on sait que les conditions sont très difficiles, que la scène est inégale, qu'on danse à toute heure du jour et de la nuit. Qu'est-ce qu'on en retire le plus comme danseur dans ces conditions-là? Le lâcher-prise, je pense. En fait, c'est d'accepter que peu importe les conditions, il faut aller danser, quoi. Et même si on est dans un cagibi de 5 mètres carrés avec des cafards à 3h du mat en train de faire une barre sur du parquet ciré, il faut aller danser quand même. Et ça, on n'aura jamais ce genre de conditions à l'opéra, on les aura jamais en gala, mais on peut avoir des conditions plus difficiles pour danser,
beaucoup plus difficile que le confort merveilleux qu'on peut avoir à l'opéra. Et psychologiquement, ça forme beaucoup, ça renforce beaucoup. Et puis après, ce qui est sympa, c'est de découvrir aussi comment les autres dansent, parce qu'il y a plein de nationalités différentes. Donc on voit les Russes, les Coréens, les Chinois et tout, qui sont complètement fous quoi, de technique. Et nous, on arrive avec nos petits bas de jambes français. Donc c'est étonnant et en même temps, c'est hyper enrichissant. Donc c'était une super belle expérience. Et comment vous vous perceviez du coup par comparaison justement avec ces virtuoses étrangers quand vous êtes arrivé pendant la compétition? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vos armes face à eux? Je pense que nos armes, c'était nos physiques et puis le style en fait. Je pense qu'on a une manière de travailler en France qui apporte un certain charisme, je pense, et qui n'est pas du tout semblable à l'étranger. Et un jury professionnel, en fait, aime beaucoup ce genre de style. Donc je pense que ça nous a vraiment porté. Après, évidemment, moi j'avais un Chinois de 14 ans qui faisait 9 pirouettes avant moi. Il passait avant moi à chaque fois. Il s'appelait Yushi, je m'en souviens. Il m'a traumatisé parce que j'étais le dernier numéro. Et il passait toujours avant moi. Et il était évidemment en finale. En junior, donc 15 ans, quoi, un bébé. Quoi. Et moi, j'avais 20 ans. Il était tellement fort. Mais le problème, c'est qu'artistiquement, il n'était pas du tout mûr. Et c'est normal qu'à 15 ans, on ne puisse rien proposer de très intéressant. Donc je pense que nous, ce qu'on apportait, c'était notre fraîcheur de petits Français. Et puis une technique un peu solide, parce qu'on avait tellement travaillé qu'on finissait par faire des jolies choses quand même. Alors du coup, vous êtes revenu avec une médaille de bronze, si je ne me trompe pas, de Varna. Est-ce que sur le moment, ça a changé quelque chose dans la perception des autres ou pas du tout? Est-ce que c'était plutôt une évolution personnelle, Varna? C'était une évolution personnelle, je pense. On était fiers. Après, ce qui a changé, c'est l'arrivée de Benjamin Millepied. Parce qu'en fait, Benjamin Millepied est arrivé au moment où moi, je suis rentré de Varna. Et je pense que Benjamin Millepied n'a jamais su que j'étais à la Varna, mais ça a quand même changé les choses que lui arrive. Après, c'est pas le Varna qui a changé les choses. Varna, ça m'a fait tellement progresser que c'est peut-être le fait que j'ai progressé qui a fait changer les choses, mais c'est pas le fait de revenir avec une médaille qui a changé les choses. Alors, l'arrivée de Benjamin Millepied, parlons-en justement. Vous êtes devenu, sous le régime de Benjamin Millepied, un peu le remplaçant par excellence, qui finissait toujours par danser les grands rôles, même s'il n'était pas prévu dessus à l'origine, de Casse-Noisette, je crois, à La Bayadère, Thème et Variations. Il y a eu beaucoup de rôles, effectivement. Est-ce que vous avez l'impression du coup que Benjamin Millepied vous a fait confiance très rapidement en tant que danseur? Quelle relation s'est développée avec lui en tant que directeur? Oui, il m'a vraiment vite fait confiance. C'est vrai que au début de l'année, il est arrivé. Bon, nous, on faisait études. Je me souviens, c'était dans le corps de ballet. On était tous très stressés déjà parce que c'était dur. Et puis, il est arrivé. Puis, il nous a vraiment pris sous son aile, un petit groupe, quoi. Et puis, moi, je me suis retrouvé donc remplaçant de Casse-Noisette. J'étais coryphée, c'est ça. Je ne devais pas danser. Et finalement, j'ai eu 3 partenaires dans les mains en répétition. Tout le monde s'est blessé. J'ai fini par avoir 6 spectacles. Enfin, j'ai dansé avec Mélanie Hurel, qui fait 2 têtes de moins que moi. Mais c'était complètement... Moi, c'était ma première expérience de soliste. Et c'était terrifiant, en fait. Parce que ça avait été un espèce de Tetris de danseurs qu'on avait... parce que tout le monde se blessait. Et il y avait un manque de danseurs énorme. Et en même temps, j'avais adoré travailler avec Mélanie. Parce que Mélanie avait évidemment... je pense à l'époque, 39 ans, 40 ans. Et donc une expérience de la scène en tant qu'étoile et des grands rôles, et surtout de Casse-Noisette qu'elle a beaucoup dansé. Donc elle m'a guidé énormément. Puis j'ai travaillé avec Elisabeth Morin à l'époque, un petit peu avec Aurélie aussi, Dupont. Et puis faire 6 spectacles, c'était génial. Bon, le premier spectacle avait été très difficile parce que psychologiquement, j'avais pris peur en fait. Quand le rideau s'était levé et que je m'étais rendu compte que j'allais être soliste pendant 2h30 à Bastille devant 3000 personnes, c'est pas passé, quoi. C'est-à-dire que j'étais coryphée et je venais de monter coryphée et on me faisait enfin confiance pour être titulaire du corps de ballet. Et d'un coup, on me demandait d'être danseur étoile. Donc c'était complètement dingue. Mais par la suite, je me suis détendu et j'ai pris beaucoup de plaisir. Benjamin, c'était un peu comme ça. On était un peu balancés comme ça, mais même si c'était pas parfait, il était tellement content de nous voir sur scène, de voir l'enthousiasme en tout cas, l'envie des danseurs. Je pense que nous, on était du bon côté du mur. Il y a d'autres personnes qui ont vraiment eu des années difficiles, mais pour nous, ça n'a pas du tout été le cas. Qu'est-ce qui vous a aidé dans les moments où effectivement les spectacles étaient terrifiants, comme vous le disiez? Est-ce que c'est des soutiens extérieurs? Est-ce qu'il y a des techniques qu'on développe à ces moments-là pour gérer ça? Alors là, malgré les techniques, il n'y avait rien qui passait. J'étais juste terrifiée sur mon premier spectacle. Et puis c'est vraiment arrivé comme une angoisse très très forte. Je n'étais pas du tout préparée. J'étais content d'aller danser. Puis tout à coup, ça m'a pris dessus et ça ne m'a pas lâché jusqu'à la fin, quoi.
Et ça m'a fait ça sur Bayadère aussi, une fois. Là encore, quand j'ai remplacé Bayadère, avec 5 jours de travail, parce qu'il n'y avait plus personne. Et sur ma première, ça s'était bien passé. Et sur la deuxième, j'avais eu une crise de panique comme ça. Donc ça, c'est difficile à gérer. Mais c'est simplement que c'est le manque de travail, en fait. C'est-à-dire que quand on n'est pas préparé physiquement et psychologiquement, qu'on n'a pas pu se projeter dans un rôle, parce qu'on n'a pas eu le temps de le faire ou parce qu'on n'était pas assez mûr pour le faire, on panique et c'est normal. Je pense que ça m'arrivera moins maintenant, je l'espère en tout cas. Puis si ça arrive, j'aurai plusieurs outils pour le gérer. Après, évidemment, j'avais fait de la sophrologie plus jeune, puis tout ce qu'on connaît pour se détendre, mais voilà. Et vous avez enchaîné plusieurs productions de Nureyev, plusieurs grands rôles dans les productions de Nureyev. Ça a été vraiment les premiers grands rôles dans lesquels on vous a vu. Ouais. Est-ce que vous aviez une affinité à l'origine pour le travail de Nureyev, pour son style chorégraphique, ou est-ce que c'est venu en le travaillant? Est-ce que ce n'est jamais venu? Non, j'étais avant tout fier en fait de danser un Nureyev, parce que quand on dit qu'on a dansé du Nureyev, on se dit ça y est, on est un warrior, on peut tout faire. Parce que c'est quand même super dur les ballets de Nureyev, et puis c'est des ballets longs, donc c'est des ballets en 3 actes ou en 2 actes, ou en 4 pour le lac, mais c'est vraiment des beaux challenges qu'on a envie de se dire ça y est, on l'a fait, de barrer ça sur la to-do list. Après, Nureyev, moi j'avais évidemment vu ces ballets quand je venais à l'opéra, en vidéo, etc. Mais je n'avais pas bien compris sa musicalité, et c'est toujours encore difficile de comprendre certaines choses, mais c'est hyper intéressant dans les épaulements et dans le travail qu'il a proposé à l'époque et de pouvoir se l'approprier maintenant avec un style peut-être un peu plus moderne. Mais j'aime beaucoup danser ces ballets. C'est difficile, vraiment difficile. Les versions sont laborieuses, mais c'est souvent des très très belles productions quand même. Et vous parliez tout à l'heure de l'expérience de Mélanie Hurel sur le premier grand rôle, ce qu'elle vous a apporté en tant que partenaire. Vous avez répété cette expérience-là en dansant ensuite avec Dorothée Gilbert, avec Laura Eke, avec des danseuses qui avaient beaucoup d'années de maison et beaucoup d'expérience de la scène. Est-ce que ça fait un peu peur, d'abord en tant que jeune danseur, quand on a des étoiles, dans certains cas, entre les mains, et ensuite, qu'est-ce que ça apporte de danser avec des femmes qui ont 10 ans, 15 ans, plus que soi, à cette étape-là de votre carrière? C'est effrayant, dans un premier temps, parce que c'est vrai que moi, Dorothée, Marie-Agnès, Laura, c'est des danseuses que je voyais quand j'étais à l'école et que j'avais 13 ans et que je les voyais faire le défilé avec leur couronne sur la tête et ça me paraissait complètement inatteignable, et de savoir que je les avais dans les mains, j'étais complètement troublé en fait, dans un premier temps. Et puis après les affinités se développent avec certaines danseuses ou pas, mais le dialogue est toujours hyper intéressant et on sent vraiment la différence quand on a une danseuse étoile qui a dansé pendant 5-10 ans en tant qu'étoile et quand on a une danseuse plus jeune, parce que dans la manière d'appréhender la scène, le calme, la respiration, la gestion du stress et puis la gestion du chef d'orchestre, des tempos qui changent, c'est vraiment un autre monde, et en même temps c'est des rencontres à chaque fois qui sont hyper intéressantes et différentes. Et vous avez également travaillé avec Benjamin Millepied plusieurs fois comme chorégraphe. En tout cas, lui a travaillé, vous a choisi plusieurs fois pour ses ballets. Comment se passait la collaboration avec lui dans ce cadre-là, un peu différent de celui de directeur? Est-ce que vous vous êtes senti rapidement à l'aise dans son travail chorégraphique, dans son univers? Ce qui était super avec Benjamin, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement musical. Donc, il a cette école américaine en fait, qui vient de Balanchine, de Robbins, d'être évidemment inspiré par des belles partitions. Il a des bons goûts de musique et c'est quand même super agréable. Et d'être très minutieux et puis d'essayer de mettre un peu de visuel dans la musique, c'est-à-dire de rendre la musique vivante en faisant de la chorégraphie pour les danseurs. Donc ça, c'était hyper agréable parce que ça coulait de source et c'était facile à apprendre. Un style très fluide qui est, je pense, beaucoup plus agréable à danser qu'à voir. Mais nous, on a adoré faire ces ballets avec Benjamin. Le travail était détendu, simple. On n'avait pas l'impression d'avoir un directeur en face de nous. C'était un danseur en studio qui collaborait et qui faisait un atelier chorégraphique avec les danseurs qu'il avait choisis. C'était très agréable. Puis l'école américaine n'est pas complètement repartie avec lui. Vous venez de danser Joyaux. Vous avez Agon qui arrive à partir de la semaine prochaine. Oui. Est-ce que, du coup, quand vous explorez de nouveaux ballets de Balanchine, vous avez l'impression d'être dans la continuité de ce travail? Comment vous vous sentez dans ces œuvres? Alors, j'ai pas l'impression d'être dans la continuité des créations de Benjamin, mais j'ai l'impression d'être dans la continuité des saisons qu'il avait prévues. Parce qu'on a eu la chance de danser... Enfin, j'ai eu la chance de danser 2 ballets que j'ai beaucoup aimés, qui étaient les variations Goldberg de Robbins, qui étaient certes très longs, mais qui étaient vraiment, je pense, un chef-d'œuvre. Et puis aussi Duo concertant de Balanchine, que j'ai adoré
avec une musique très complexe aussi. Mais donc j'avais déjà un peu eu accès à des œuvres de privilégiés, parce que c'est quand même des très très beaux ballets que peu de danseurs ont la chance de danser, surtout du haut concertant. Et donc je suis hyper content de continuer sur l'école américaine. Après, je pense qu'on a eu beaucoup de Balanchine ces dernières années. Je pense qu'on va être content de danser de nouvelles choses aussi, de reprendre des œuvres d'autres chorégraphes. Là, Joyeux, c'était super. Donc j'ai fait Diamant et Émeraude aussi. Émeraude, on l'avait fait en juillet à New York. On l'a refait là à Paris. Mais j'ai adoré Diamant. C'était génial. À Gon, c'est plus difficile parce qu'on passe de la musique de Tchaïkovski, qui est juste une symphonie exceptionnelle, à une partition de Stravinsky qui est vraiment difficile à écouter. Donc on se bat en fait depuis 2-3 semaines pour essayer de comprendre la musique, et une fois qu'on l'a compris, de mettre des pas dessus, qui ne sont pas faciles. Donc pour le moment, c'est laborieux. On va voir si on arrive à prendre du plaisir à le faire sur scène, j'espère. C'est vraiment une expérience complètement différente de celle de Joyeux. Et vous dansez le pas de deux du coup d'Agon, Exactement, ouais. du ballet qui est assez long, assez complexe, avec 2 partenaires, je crois, avec Myriam Myriam et Amandine. Oui. Et Amandine. Est-ce que, avec chacune d'entre elles, vous avez développé une histoire, une approche de ce pas de deux? Comment est-ce que vous le travaillez avec elles à l'heure actuelle? Bon, en fait, c'est beaucoup moins glamour que ce que, que ce que vous pensez. À la base, je devais danser qu'avec Amandine, et en fait, elle s'est blessée en répétition avec moi. Donc, je vais danser avec Myriam pour la première, et après revenir avec Amandine. Donc j'ai un seul spectacle avec Myriam. Après, Myriam dansera avec Karl sur la suite de la série. Donc on va dire qu'avec Amandine, on avait commencé un travail qu'on n'a pas eu le temps de rendre abouti, puisqu'elle a dû s'arrêter, mais elle va revenir. Et avec Myriam, on a un peu raccroché le wagon rapidement pour vite aller en scène. Donc les histoires entre nous, on n'en est pas là. On a des images, parce que Clotilde Vaillé qui nous fait répéter, et puis Paul Bouze aussi qui vient du Balanchine Trust, Lionel Delanoë aussi nous guide et nous donne des belles images. Donc on est inspiré quand même, et puis on commence à comprendre la musique. Alors ça commence à devenir moins désagréable, mais c'est vraiment c'est un vrai challenge. Hein. C'est un vrai challenge ce ballet. Vous avez des images particulières en tête que vous amène le répétiteur du New York City Ballet, parce que c'est vrai que c'est un ballet très c'est-à-dire que le pas géométrique, très. Pardon, je vous Non, c'est moi qui finis. Le pas 2 de Dagon, c'est comme un dompteur avec un fauve, en fait. Voilà. C'est-à-dire que moi, je rentre avec ma partenaire qui est un animal sauvage et que je dois jauger, que je dois... c'est très sensuel, je dirais presque un peu sexuel aussi sur certaines parties. C'est un peu étonnant. Paul nous racontait qu'en fait, à l'époque, Balanchine, quand il avait créé ce ballet, ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas créé chorégraphié de ballet, et que ça faisait 2 ans en fait, qu'il s'occupait de sa femme qui avait la polio et qu'il devait la masser et la manipuler tous les soirs en rentrant toute la journée, donc pour que ses articulations continuent à être fluides. Et donc quand il est revenu de ces 2 ans où il a été avec sa femme à en prendre soin, il a voulu faire un ballet parfait. C'est comme ça qu'il nous l'a expliqué. Donc pour certains adeptes de Balanchine, c'est comme un ballet parfait. Et donc sur ce pas de deux, il y a beaucoup de moments où en fait l'homme manipule la femme comme un kiné, en fait. Il y a plein de moments où je vais la craquer d'un sens et la craquer dans l'autre et prendre son pied et le mettre quelque part. Mais c'est hyper intéressant. Hein. Mais vous verrez, si vous allez voir Agon, je pense que vous connaissez Agon pour la plupart. C'est très spécial, c'est un style très spécifique. Je rebondis sur cette pensée-là, et ce n'est pas directement lié à Balanchine, mais il y a eu beaucoup de débats ces dernières années, notamment aux États-Unis, sur la manière dont la femme était présentée dans le pas de deux, en danse classique de manière générale, plutôt dans la création actuelle, néoclassique. Est-ce que c'est une question que vous vous posez parfois, en tant que danseur? En fait, souvent, on est un peu guidé. Par exemple, là, sur Diamant, on nous a quand même très clairement fait comprendre que l'homme était là pour mettre en valeur la femme complètement, qu'on était vraiment un chevalier servant pour cette créature sublime qui était la danseuse. Souvent avec Balanchine, c'est comme ça en plus, parce que Balanchine aimait beaucoup les femmes et il avait vraiment une manière de vouloir les mettre en valeur beaucoup plus que les hommes, ce qui est beaucoup moins le cas chez Nureyev, puisque Nureyev préférait les hommes et puis avait vraiment envie de travailler sur un corps masculin, plus je pense que sur un corps féminin. Donc c'est toujours intéressant en fonction des œuvres de voir le rapport homme-femme qui peut s'y inscrire. Mais souvent sur Balanchine, on est vraiment là pour servir la danseuse, pour la mettre en valeur, pour essayer de la rendre la plus belle et la plus désirable aussi pour le public, je pense. Revenons du coup un tout petit peu en arrière, puisqu'on n'a pas fini sur tout ce qui s'est passé sur la période 1000 pieds. Ça a été très bref et intense. Est-ce que vous avez réalisé sur le moment tout ce qui se passait pendant ces 2 années-là? Comment vous avez vécu la fin aussi de l'ère 1000 pieds qui a été un peu abrupte? Je pense que j'avais pas eu le temps de réaliser sur le coup.
c'est vrai que le moment où Benjamin est arrivé, puis où il a commencé à nous donner des rôles et à nous faire danser, etc., et puis que ça s'est enchaîné, et que c'était comme un tourbillon, moi j'étais complètement euphorique, j'étais ravi d'avoir des rôles, d'enfin pouvoir m'exprimer sur scène, de découvrir la scène, de découvrir les partenaires, découvrir les ballets. Donc c'était vraiment une expérience unique. Et puis en même temps, je faisais plus rien d'autre que de la danse, parce que on me demandait tellement, physiquement, émotionnellement, et puis moi j'avais tellement construit ma vie autour que de ça, parce que je voulais absolument que ça avance rapidement, que je passais ma journée à l'opéra, et quand je rentrais le soir, je regardais des vidéos de danse pour continuer à travailler. Enfin, c'était quand même du délire, je rêvais de danse, je me réveillais le matin, enfin, c'était complètement fou. Mais, et quand Benjamin est parti, j'ai eu ce moment où le rythme s'est quand même vachement arrêté, et puis j'ai réfléchi, j'ai digéré, mais j'ai eu besoin de faire tout ça parce qu'après j'ai changé d'appart, j'ai commencé à ouvrir les yeux sur la vie, être curieux sur de nouvelles choses. Enfin, c'est-à-dire que je pense que pendant 2 ans, les 2 ans où Benjamin était là, j'étais tellement focalisé sur la danse que j'ai rien fait d'autre. Et puis c'est très bien parce que ça allait très vite grâce à ça. Maintenant, j'ai envie de m'ouvrir sur plus de choses. Et du coup, la génération mi-pied est devenue pour certains d'entre vous la génération Aurélie Dupont. Est-ce que la transition, vous avez eu l'impression de faire partie aussi des danseurs qu'Aurélie Dupont souhaitait très rapidement continuer à mettre en avant et continuer à promouvoir, ou est-ce que vous vous êtes inquiété à un moment donné sur peut-être votre place au sein de la compagnie au moment où elle a été nommée? Ouais, je me suis... Au moment où Aurélie est arrivée, voilà, je pense qu'elle avait évidemment envie de rassembler la compagnie et de retrouver une cohésion, quoi, pour que tout le monde se sente bien. Et elle avait en tout cas beaucoup d'amour à donner pour la compagnie. Pour mon cas, j'étais un peu inquiet. Et puis finalement, j'aurais peut-être pas dû l'être. Ou peut-être que le fait que je me sois inquiété a fait que j'ai avancé dans un chemin différent qu'Aurélie a trouvé plus intéressant. Donc tant mieux. Mais ça n'avait pas été un moment très simple, ouais. Effectivement. Il y a eu de nouvelles explorations chorégraphiques à peu près en même temps, puisqu'il y a eu William Forsythe, vous avez fait sa création, Blake Works, Kilian aussi l'année dernière, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été particulièrement marquantes dans ces explorations d'un répertoire justement hors de Nureyev et du répertoire américain? Ces 2 choses, c'était génial. La création de Forsythe, on a été pendant... moi, je finissais Roméo, donc j'étais crevé. Et puis, l'après-midi, on nous demandait de faire donc des workshops pendant 2 heures avec Forsythe. Et le soir, je devais faire Roméo, donc j'étais un peu... J'y allais très doucement au début parce que je voulais vraiment pas me blesser et trop me fatiguer. Puis Forsythe, on déconstruit quand même un carré un peu classique, une structure, un gainage, un quotidien très classique où je voulais rester pour rester dans la continuité de Roméo pour continuer à assurer techniquement. Et Forsythe, on commençait à se désarticuler dans tous les sens, donc j'étais un peu inquiet de ma capacité à garder le cap sur Roméo. Mais très vite, j'ai fini Roméo et j'ai pu me mettre à 100% sur la création de Forsythe et ça a été juste génial. Je pense que c'est la meilleure expérience que j'ai faite à l'opéra de création et puis même de spectacle parce que c'était passionnant. La musique, moi j'ai adoré. Lui a été incroyable. On a beaucoup parlé, on a beaucoup changé, beaucoup cherché aussi ensemble. Il avait une équipe avec Gilles et Christopher qui était génial. Enfin, je ne sais pas quoi dire de plus que génial. C'était génial. Voilà. Et puis après, il y a eu la soirée à Kilian en décembre, où là, évidemment, j'étais plus que déçu de ne pas faire le lac. Et puis finalement, ça a été une très belle soirée que j'ai beaucoup appréciée. Le ballet que j'ai préféré, c'était Tar and Feathers, où je dansais avec Alice Renavant. Donc, un pas de 2 puis un solo qui ont été très difficiles à travailler dans un premier temps parce que c'était un vocabulaire que je ne connaissais pas, avec une technique que je ne connaissais pas et puis un univers que je ne connaissais pas, mais j'ai adoré faire ça en spectacle. Je faisais aussi Symphonie d'Opsum avec Marie-Agnès. C'était difficile et moins sympa. Voilà. Mais voilà, après Marie-Agnès, on se connaît bien, on s'entend bien, mais j'ai moins apprécié ce ballet. J'ai trouvé que c'était Symphonie d'Opsum, c'est très beau à voir parce qu'il y a un groupe qui est ensemble, mais individuellement, ça, c'est pas incroyable. C'est peut-être difficile de s'en rendre compte quand on le vit soi-même, mais est-ce que vous avez l'impression, avec cette accumulation d'expérience sur un temps assez court, pendant ces années-là, que votre danse a beaucoup changé, que votre approche de la danse a changé au fil des rôles ou... Ça, c'est difficile, en fait, parce que... moi, j'ai l'impression de danser comme je dansais il y a 4 ans, en fait, ou d'avoir la même technique, ou d'avoir le même... l'artistique, je pense que c'est un peu différent, mais au niveau de la rigueur que je m'imposais il y a 4 ans en cours et celle que je me suis imposée ce matin en cours, c'est exactement la même en fait.
j'ai l'impression que mon corps change un peu, se muscle, se démuscle, s'affine ou se renforce, mais j'ai l'impression que c'est quand même plus ou moins la même chose. Évidemment, je sais que ma technique a changé, que mon travail s'est affiné et que j'ai fait beaucoup de progrès. Artistiquement, c'est autre chose parce qu'en fait, le fait de vivre sa vie nous fait grandir et nous fait découvrir de nouvelles émotions et des émotions qu'on peut partager au public après. Alors, vous m'avez dit une fois que vos deux rêves en termes de rôle, c'était Manon et Roméo et Juliette. Oui. Les deux sont faits, Oui. assez tôt. Qu'est-ce que ça fait du coup et est-ce que de nouveaux rêves arrivent très rapidement après ça? Oui, j'ai hyper envie de danser Onegin. J'adorerais danser la Dame, évidemment, le Boléro de Béjart, Orphée de Pina. J'aimerais bien danser ce genre de ballet où on incarne en fait vraiment des personnages ou des ambiances. Je me suis perdu, pardon. J'allais dire. C'était quoi votre question? C'était exactement ça. Est-ce qu'il y avait d'autres rêves? Je voulais rajouter quelque chose, d'autres rêves. Sur Roméo et Juliette ou Manon ou... Et puis voilà, évidemment, de redanser Roméo et de redanser Manon, parce que c'est deux ballets que j'ai adoré faire. Et Manon, j'ai eu un spectacle, et j'ai bossé 2 mois et demi pour ce spectacle, et j'ai hâte d'en faire d'autres, quoi. Et puis évidemment, faire des créations contemporaines. Là, il y a la création de Pérez qui arrive pour la fin de saison, et je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va pas être terrible, puis ça se trouve, on va s'éclater, donc on verra. Esprit ouvert, en tout cas. Oui, je suis hyper curieux de voir ce qui va arriver. On attend tous un peu le chorégraphe qui va nous révéler. Voilà, moi, je suis juste curieux de voir ce qui peut arriver. Je ne me ferme pas du tout aux créations contemporaines. Je reviens sur la nomination, parce que vous avez dû quand même un moment rentrer à Paris. Oui. J'imagine. Oui. Est-ce que vous avez mis du temps à réaliser? Est-ce que vous avez senti un nouveau poids de responsabilité avec le titre? Comment est-ce que vous avez vécu l'après-nomination? L'après-nomination, je suis rentré donc, de Tokyo le 6 mars. Et le 9 mars, j'étais en scène avec la couronne d'Oberon sur la tête. Donc j'ai eu à peine le temps de me remettre du décalage horaire et de réapprendre le rôle que j'avais oublié entre-temps. Parce que j'avais fait la Sylphide et donc j'avais complètement oublié le rôle. Je me souviens que le surlendemain de mon arrivée à Paris, j'étais en costume à Bastille pour une répétition en scène. Ça me paraissait surréaliste, complètement surréaliste. Je ne connaissais plus la choré, j'avais tout oublié. Et puis en fait, ça arrivait très très vite. Je pense que j'ai eu de la chance pour ça, parce que je pense que quand on est nommé et qu'on attend un peu avant de revenir sur scène, on sent une pression, une attente du public. Et moi, comme je suis arrivé en scène, même pas une semaine après ma nomination, et que j'ai fait de nouvelles productions, et le son, c'était très dur, parce que le scherzo d'Oberon, il est hyper rapide. Il est beaucoup moins rapide qu'aux États-Unis, parce que je fais 1m92, mais c'était hyper dur pour moi, mais c'était un vrai challenge de le faire pour moi. Mais oui, j'ai très vite dansé d'autres choses. Et puis après, j'ai fait Hermann Schmermann de Forsyth, où là, on s'est éclaté. J'ai dansé avec Anna, c'était génial, on s'est éclaté. Puis après, la Sylphide encore. Donc c'est vrai que j'ai vraiment refait des ballets difficiles après, où ça s'est bien passé à chaque fois. Donc je sens pas de pression. Je sentais plus de pression en tant que premier danseur, en fait, de devoir prouver que je méritais quelque chose. Maintenant, je suis hyper content, je travaille du mieux que je peux. Et puis si les gens sont pas contents, tant pis. Au moins, c'est ça. Et du coup, vous avez retrouvé la Sylphide en fin de saison, qui était le rôle de votre nomination. Voilà. Est-ce que du coup, le rôle a maintenant une place particulière pour vous dans votre cœur? Est-ce que c'était particulier de le danser à Garnier après avoir été nommé dedans ou... Moi, je pense que la Sylphide, c'est un des ballets classiques qui me faisait pas du tout rêver à la base, d'être en kilt. Et je me suis dit, jamais ce sera pour moi d'arriver en kilt, dans cette ambiance, avec la musique de Schneidhofer et tout. Enfin, c'était pas quelque chose qui me faisait rêver. Puis en fait, j'ai appris à aimer le personnage parce que j'étais obligé de le danser. Donc j'ai appris à aimer le personnage et j'ai fini par l'aimer. Donc c'est pas un ballet simple, c'est hyper dur physiquement la Sylphide, mine de rien. Tout l'acte 1, il n'y a pas des masses de choses, mais quand le pas de 3 de l'ombre arrive, on s'en prend, mais on se prend un mur sur la tête. Et puis le deuxième acte, on court partout, à droite, à gauche, et puis on saute. C'est zébulon, quoi. Donc c'était vraiment fatigant, mais j'ai vraiment adoré ce rôle aussi. Après, Pierre Lacotte, c'était une belle rencontre. Surtout Pierre Lacotte, c'était une belle rencontre. C'est pas un rôle que je rêve de redanser. Je sais que je vais le redanser plusieurs fois, mais c'est pas... Voilà. C'est un beau classique qu'il faut essayer de rendre pas trop poussiéreux quand on le redanse à Garnier. D'accord. Et vous avez parlé à la fois en interview et aussi un petit peu sur Instagram du fait que vous aviez conscience du rôle social qu'a aussi une étoile de manière générale, en tout cas de la plateforme qui vous est offerte en tant qu'étoile pour vous exprimer dans les médias,
de diverses manières. Il semblerait que vous ayez envie de l'utiliser aussi, en tout cas c'est ce que vous avez exprimé comme vœu. Qu'est-ce que vous aimeriez faire passer par ce biais-là? Qu'est-ce qui vous intéresse pour le moment? Comment est-ce que vous envisagez cette dimension-là? Je pense qu'en fait, pendant longtemps, les danseurs étoiles de l'opéra sont un peu restés à l'opéra ou dans les théâtres pour danser. Et je trouve ça un peu dommage parce que après avoir autant travaillé puis arriver en tant qu'étoile, les gens sont quand même intéressés par ce qu'on fait. Je pense qu'on a des choses à dire et je pense qu'on peut prendre la parole sur d'autres choses que de la danse aussi. Et je pense qu'avec la génération là, de jeunes étoiles, on a vraiment envie de changer un peu ce dialogue et de prendre parti, en fait, de prendre parti sur des sujets d'actualité ou des sujets politiques ou sur des sujets de société qui nous touchent. Et puis d'essayer de faire de la danse autre chose que quelque chose de privilégié dans les beaux théâtres de l'opéra, donc essayer d'aller danser en province un petit peu si on peut le faire, ou de faire sortir un peu l'opéra de ses murs, un peu de démocratiser l'opéra de Paris. Je trouve que l'opéra, même si ça travaille beaucoup en ce moment pour numériser, etc., il y a besoin de le faire sortir de ses murs. Et puis d'avoir un rôle un peu social. Je pense que si on peut être ambassadeur d'une association, etc., moi je suis en train d'essayer de mettre ça en place avec quelqu'un à l'extérieur, donc d'une association qui s'appelle The What Dance Can Do Project, qui a pour but en fait de rendre la danse autre chose que de la danse et de pouvoir servir la danse pour lever des fonds, pour de l'humanitaire, pour de l'associatif. Et je pense que c'est hyper important d'utiliser la danse pour ça aussi, comme on peut utiliser la peinture, comme on peut utiliser la musique. Alors du coup, vous avez ce soir un public de mécènes et d'amoureux de l'opéra. Est-ce qu'il y aurait des projets au sein de l'opéra ou dans l'opéra qui vous tiendraient particulièrement à cœur dans ces objectifs-là? Au sein de l'opéra ? Oui. Au sein de l'opéra, je pense que c'est compliqué. Mais à l'extérieur de l'opéra, si j'arrive à mettre des choses en place, je serais ravi de pouvoir partager sur ça et de partager ces sujets avec vous. Et peut-être une dernière question, et après on peut laisser le public aussi dialoguer avec vous. Vous avez dansé du Hans van Manen cette rentrée. Ouais. Ça faisait extrêmement longtemps qu'il n'avait pas été à l'Opéra de Paris, 30 ans me semble-t-il. Ouais. Comment était cette expérience? C'était pour un seul spectacle, donc pour le gala, que certains d'entre vous ont peut-être vu, Trois Gnossiennes. Est-ce que vous pouvez nous en dire? C'était super, j'ai adoré danser ce pas de deux. C'était difficile parce que c'est hyper dur pour les bras et le dos du danseur, en fait, du partenaire, parce qu'il y a beaucoup de portée, il y a beaucoup de choses en force. Après, la musique est évidemment sublime, donc c'est une musique que j'écoute depuis très très longtemps, parce qu'on l'avait à la maison à Berthoud, à Nantes tous les dimanches. Donc ça, j'étais hyper ému de danser sur cette musique déjà, parce que j'ai l'impression de retrouver un peu mon cocon familial. C'était un peu bizarre pour ça. Et puis de découvrir Ludmilla, avec qui j'avais jamais dansé, donc ça c'était super. Et puis Hans van Manen est venu nous voir, un vieux monsieur d'un certain âge, et qui a une pêche et une énergie d'enfer, et qui était ravi d'être à Paris, de nous voir, de nous faire répéter, puis d'aller visiter Paris après. Donc moi j'ai adoré. Après, c'est vrai qu'on avait un peu de pression, même beaucoup pour le gala, parce que c'était une seule représentation et qu'il y avait évidemment un public très choisi et une ambiance un peu lourde, quoi, de gala, c'est normal. Mais on a réussi à passer au-delà et à raconter notre histoire avec Ludmilla, et on a adoré tous les deux. Et vous parlez du partenariat, une dernière petite note. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose, je sais que Benjamin Millepied en a beaucoup parlé à l'époque où il était là, de l'importance du partenariat. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle vous avez dû consciemment travailler au fil de votre carrière? Comment est-ce que vous avez évolué en tant que partenaire? En fait, on évolue en tant que partenaire en pratiquant beaucoup. Parce que la théorie, en fait, on nous explique, il faut mettre les mains aux hanches, faut pas avoir les... Enfin, on nous explique, en fait, mais il faut pratiquer parce que, en fait, on finit par sentir dans la main, en fait, on se muscle beaucoup les mains, les poignets, et puis on comprend comment fonctionne le corps d'une danseuse. Donc en fait, en fonction des corps, on va adapter un partenariat. Mais moi, je trouve ça passionnant. J'adore en fait changer de partenaire ou garder la même pendant longtemps pour comprendre et anticiper les erreurs qu'elle peut faire, ou justement lui faire confiance, parce que je sais que sur ce point-là, je peux lui faire totalement confiance. Et je pense que j'ai encore beaucoup à découvrir. Mais c'est vrai que danser en couple, c'est pas quelque chose qui me donnait envie avant, et c'est quelque chose que j'aime de plus en plus faire. Alors, je vais peut-être vous laisser poser vos questions maintenant à Hugo Marchand. Je pense qu'on a un micro, si jamais... Alors, on arrive avec le micro, je crois. Oui. Alors d'abord, je voulais vous dire que je vous ai vu en répétition, donc sur les Trois Gnossiennes, j'en ai encore de l'émotion dans la voix, donc merci pour ça. Et donc aujourd'hui, c'est quoi être un danseur classique pour vous en 2017 ? C'est difficile comme question, je sais. Mais...
Mais je ne sais pas ce que c'est qu'un danseur classique en 2017, parce que c'est complètement dingue de se retrouver avec un CDI jusqu'à nos 42 ans et d'être à l'opéra et d'arriver tous les matins à l'opéra. On arrive tous les matins à l'opéra. C'est hyper beau ici. Enfin, regardez cet endroit où on est à la barre avec la vue sur Paris tout entière et d'être à la barre tous les matins. C'est complètement surréaliste en fait. Donc c'est surréaliste d'être danseur à l'opéra à notre époque. C'est évidemment beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je pense qu'être danseur maintenant, c'est pas être que à l'opéra. C'est aussi être sur les réseaux sociaux. C'est aussi prendre part à la vie de la France. Et puis être un ambassadeur de la France à l'étranger, pour la culture de la France. Un bel ambassadeur, en tout cas. Merci. D'autres? Bonsoir. Vous avez prononcé une phrase tout à l'heure qui me trotte dans la tête. Vous avez dit, c'est intéressant, ça ne me lâche pas, c'est une œuvre plus agréable à danser qu'à voir. Est-ce que vous pouvez citer éventuellement des chorégraphes qui sont... C'était la question piège. Non, je suis désolé, non, ouais. parce que sinon je ne serais pas politiquement correct et je n'ai pas envie d'être déplacé. Après, c'est vrai qu'on a des ballets que nous, on aime beaucoup faire et on se dit ça va être génial, les gens vont adorer. Puis en fait, le retour des gens n'est pas aussi positif. Ouais. Donc on est étonnés. Après, nous, on prend tellement de plaisir à les danser que... Mais c'est vrai que quelquefois, l'accueil du public n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Et je pense que c'est... Pareil pour l'autre côté, il y a des fois où on est complètement blasé parce qu'on n'est pas intéressé par le travail qu'on fait, et ça arrive de temps en temps. Et puis il y a un accueil du public qui est hyper chaleureux, donc c'est curieux. Bon, merci, j'estime que vous avez malgré tout répondu, et bien répondu à la question. Madame. Oui, bonsoir. C'est une question assez technique qui concerne un aspect particulier et assez unique de votre travail, c'est cette musicalité et cette fluidité du haut du corps que vous avez, qui est tout à fait unique. Alors je voulais savoir si c'est quelque chose que vous aviez particulièrement travaillé avec un professeur ou avec des modèles que vous auriez voulu suivre. Parce que c'est d'autant plus étonnant, justement... Vous parliez de votre gabarit tout à l'heure, du fait de votre grande taille qui vous impose un contrôle très très rigoureux de ce que vous faites. Et quand on vous voit danser, quand il y a cette formidable liberté du haut du corps, on n'a pas cette impression de contrôle. On a vraiment l'impression d'une très très grande liberté de mouvement. Bon, c'est gentil. Je ne me rends pas forcément compte de cet aspect-là. Si vous le voyez, tant mieux. La musicalité, c'est quelque chose de très important pour moi parce que... Oui, ça se voit. Voilà, je pense qu'on ne peut pas danser à côté de la musique, quoi. Et je pense que j'ai une bonne oreille et naturellement j'ai du plaisir à être sur les notes. Et évidemment, l'effet est tellement plus important pour les spectateurs. Donc c'est tellement, pour nous, c'est un tout petit effort et en fait l'effet va être 2 fois plus grand. Donc pourquoi ne pas le faire? Le travail de fluidité des bras, j'ai toujours eu des bras assez moches quand j'étais plus jeune. Parce que j'ai les coudes très tordus en fait. Je me suis cassé le coude droit quand j'étais très très jeune. Et en fait j'ai une excroissance osseuse sur l'épine juste ici. Et à gauche naturellement je l'ai un petit peu aussi. Donc j'ai les bras un peu bizarres. Et donc j'ai dû énormément les travailler pour qu'ils ressemblent à quelque chose de joli. Parce qu'à la base, des gens qui ont des bras en fait droits, on va pouvoir les travailler plus facilement. Moi c'était très compliqué, j'avais des raideurs dans les épaules. Donc j'ai dû trouver des chemins... en travaillant beaucoup mon dos et en travaillant beaucoup mes mains pour essayer d'apporter quelque chose qui plaît. Donc tant mieux si ce défaut est devenu une qualité. Ah oui, le résultat est absolument spectaculaire, je vous le confirme. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. Pensez-vous à votre évolution dans la danse, chorégraphe, enseignant? Pas vraiment. Pas vraiment. Je pense que j'ai aucune qualité de chorégraphe. Je pense que je suis pas du tout inspiré par la chorégraphie. Peut-être plus tard, mais alors vraiment, ça me surprendrait, quoi. Enseigner, j'aime bien en fait parce que
en enseignant, on comprend mieux ce qu'on fait, en fait. Parce qu'en enseignant, on doit mettre des mots sur ce qu'on fait tous les jours. Et on s'entend parler et on comprend, en fait, pourquoi on fait tout ça. Et ça devient logique. Parce que le corps devient comme un vocabulaire. C'est des choses en fait, notre corps, on le sent. Et il y a des moments où on se dit pas, faut faire ça. C'est-à-dire que naturellement, on sent qu'on doit se mettre dans cette position-là pour le faire. Donc le fait de devoir mettre des mots pour l'enseigner à quelqu'un d'autre, ça renforce le travail qu'on peut avoir et ça conforte dans ce qu'on fait. Après, je ne sais pas si je voudrais en faire une deuxième carrière. Je pense que j'ai vraiment envie de faire peut-être quelque chose de différent de la danse après, ou travailler sur des choses plus administratives ou de management ou de direction de compagnie, mais pas forcément d'enseignement. Évidemment, toujours dans une ligne artistique, mais à plus grosse échelle, je pense. Question ? Peut-être, on parlait simplement de chorégraphie, peut-être une dernière question pour conclure. Je sais que vous avez travaillé avec Sébastien Berthaud, avec un de vos collègues, au mois de juin, pour sa création ici sur la scène de Garnier. Oui. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec un de ses collègues comme chorégraphe et comment s'est passé le travail de création avec lui ? C'est difficile de travailler avec un de ses collègues chorégraphes, parce que Sébastien, on se connaît bien, on a eu beaucoup de discussions, et en fait, devoir accepter qu'un ami de loge devienne comme un chorégraphe, donc il faut qu'il ait de l'autorité. D'une part, c'est difficile pour lui de se mettre dans cette position-là, et d'une part, c'est difficile pour nous de l'accepter. Donc c'est pas simple. Après, le travail que Sébastien a fait, il s'est donné à 200% pour le faire, et il a été satisfait de ce qu'il a fait, donc tant mieux. C'est essentiel. D'autres questions vous sont venues ou... Très bien. Merci à tous d'être venus. Merci à Hugo Marchand. Surtout, vous avez comme toujours un petit buffet qui vous attend à la sortie. Vous êtes une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.